Et je le disais tantôt, 3 points phares ont été retenus pour le débat de la semaine avec nos invités. Nous parlerons de la délimitation des zones d'intérêt militaire, le drame à la base aérienne 511 et la rencontre entre Roch Kaboré, Jean-Baptiste Ouedraogo et le président d'Amiba. Alors pour mener ces échanges, nous recevons sur ce plateau téléspectateur Souleymane Ouedraogo. Il est acteur de la société civile. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Vanessa, merci pour l'invitation. Nous disons également bonsoir à Issaka Ouedraogo, le président du Conseil d'information et de suivi des actions du gouvernement CISAG. Bonsoir et merci d'être là. Bonsoir à vous. Alors nous commençons par la rencontre avec Roch Christian Kaboré, Jean-Baptiste Ouedraogo et le président d'Amiba le 21 juin dernier au palais de Kosiam. La question elle est pour Souleymane Ouedraogo. Est-ce juste un coup de com' ou une réelle volonté de décrispation de la tension? Je dirais que c'est les deux. C'est avant tout une opération de communication. Mais c'est aussi une manière de chercher à décrisper de la situation parce qu'il faut dire que depuis plusieurs semaines, les différents problèmes qui ont surgi au sommet de l'État et qui ont cristallisé l'opinion publique ont mis le gouvernement dans une très mauvaise passe. Et donc, ça peut être aussi, bien sûr, un moyen de montrer qu'on est à l'œuvre et qu'en se parlant, surtout avec la perspective de prendre conseil avec des personnes, donc des anciens chefs d'État qui ont déjà géré, qui connaissent la réalité du pouvoir, que ça peut être une manière de dire voilà, je suis pas seul, je n'en fais pas qu'en ma tête, je consulte et j'ai pour souci de prendre des décisions en tenant compte évidemment de la participation de tous. Mais avant tout, c'est une opération de communication, bien sûr. Alors Issaka Ouedraogo, cette rencontre s'est tenue alors qu'une soixantaine de partis politiques demandent la libération du président Kaboré. Est-ce qu'on peut voir un lien entre ces deux faits? Non, je ne pense pas qu'il y ait des liens entre ces faits. D'abord, si vous avez souvenance, nous avons été les premiers d'abord à demander la situation juridique du président Roch Christian Kaboré en son temps, lors d'une conférence de presse qu'on avait organisée. Alors donc nous avons été les premiers à demander quand même à ce qu'il soit libéré s'il n'y a aucune charge contre lui. Alors ça en est suivi d'autres voies, aussi voilà, pour demander la libération du président Roch Christian Kaboré si rien ne lui est reproché. Mais ici pour moi, si c'est ce qui vient de se passer la dernière fois, la rencontre entre le président Jean-Baptiste Ouedraogo, le président Roch Christian Kaboré et le président d'Amiba, n'est rien d'autre qu'une communication que le MPSR veut se faire. Parce que pour moi, la volonté de réconciliation doit en fait suivre un certain nombre de processus. Un certain nombre de processus. Je ne pense pas que ce soit en fait de cette manière qu'il faut en fait prouver à l'opinion nationale qu'il y a en fait des velléités de réconciliation de la part en fait du président d'Amiba. D'abord la manière, je ne suis pas d'accord pour la manière. Parce que j'ai comme l'impression que le président Roch Christian Kaboré n'était pas prévenu d'abord de la rencontre, ni la veille, ni 2 jours avant. Alors donc, de la manière dont les choses se sont passées, alors c'est comme voilà, sur la demande du président d'Amiba, sur instruction du président d'Amiba, alors donc le président Jean-Baptiste, l'ancien président Jean-Baptiste est allé voir le président Roch Christian Kaboré, alors lui dire que bon voilà, le président d'Amiba voudrait en fait te rencontrer avec moi pour échanger. Bon, je pense que d'abord, est-ce que le président Roch Christian Kaboré avait le choix de refuser d'y aller? Pas du tout. Alors,
il y a aussi le contexte qui compte. Parce que le président Christian Kaboré... il pouvait refuser. Non, il ne pouvait pas refuser. Et pourquoi? Non, il ne pouvait pas refuser. C'est un prisonnier politique. Un prisonnier politique, comme le chef de l'État se demande à te rencontrer, tu ne peux pas refuser. Parce que tu ne sais pas de quoi il va s'agir comme débat. Je continue. Alors, donc, le président Christian Kaboré n'est pas parti en homme libre. Il est parti en tant que détenu politique. Et il est retourné chez lui en tant que détenu politique. Alors, on ne l'a pas vu bâillonner Oui, mais bien sûr, ce n'est pas tous les prisonniers qui sont menottés, madame. Je suis désolé, ce n'est pas tous les prisonniers qui sont menottés. Lorsqu'on est sûr que les prisonniers ne peuvent pas s'évader, alors on ne les menote pas. On menote un prisonnier lorsqu'il il constitue un danger. Voilà. Donc, le président... Alors, rapidement, terminez votre... Alors, donc, voilà. Donc, je pense que... voilà. Donc, ces deux sujets d'abord, et ces deux faits que je viens en fait de noter prouvent ici que c'est pas en fait une volonté réelle de réconciliation, mais plutôt une communication que le président Damiba veut faire passer, parce que n'oublions pas une chose, il y a deux dates majeures qui sont en train de venir. Il y a le 3 juillet où en fait la CEDEAO, il y a une rencontre entre la CEDEAO et le Burkina Faso et pour statuer sur en fait la transition du Burkina. Il y a aussi le fait que le président Damiba, le délai qu'il a donné au peuple burkinabé pour juger son bilan de 5 mois va bientôt arriver. Alors donc je pense que en fait, et aussi de la manière dont les choses sont passées après la rencontre entre eux, le président Jean-Baptiste Ouédraogo a pris le vol pour Abidjan pour aller rencontrer le président Blaise Compaoré. Alors nous allons revenir sur cet aspect. Okay. Alors, Souleymane Ouédraogo, fort heureusement que les images défilent actuellement derrière sur l'écran. On voit le président Kaboré qui a tout de même partagé des sourires avec le président Damiba. Est-ce qu'on peut considérer qu'il a été forcé de prendre part à cette rencontre comme le soutien Isaka Ouédraogo? Forcé, non, je ne crois pas. Quand même, c'est Roch Marc Christian Kaboré, c'est un ancien président, c'est quelqu'un que j'ai vu à l'hôtel Laïko lors des pourparlers CEDEAO au cours du putsch du RSP. Il était agressé par des éléments militaires, mais il a gardé son calme malgré que son garde du corps était molesté et tout. Donc, je crois que le président Roch, c'est quelqu'un qui sait garder la tête froide. Et il est suffisamment intelligent aussi pour savoir qu'on l'entraîne éventuellement dans une mise en scène, un scénario grotesque. Et comme vous l'avez dit, il n'est pas menotté, il n'est pas sous les liens. Et il est souriant. Je vois mal de quelle manière on aurait pu le contraindre à avoir cette attitude. Maintenant, c'est vrai que c'est un prisonnier politique et que ça fait plusieurs mois qu'il est détenu au secret. Ça peut jouer sur son mental et puis donc conditionner l'attitude qu'il a. Ça me rappelle également l'attitude de Boukari le Lion. Il y a Blaise Compaoré qui était de passage dans son village, il allait à Koudougou. Il s'est arrêté au bord de la route, les deux se sont bien salués, ils ont rigolé devant les photographes, devant les caméras. Et puis juste après, ça a été un tollé général. Parce qu'on a toujours connu Boukari le Lion comme opposant farouche à Blaise Compaoré. Et puis on le voit, on le découvre en train de sympathiser comme ça avec Blaise Compaoré, entre guillemets son ennemi juré. Et on n'a pas compris. Et là, je suis sûr que l'opinion ne comprend pas. On va aller de supputation en supputation, mais ça va être difficile de connaître le fin du mot. Et c'est dommage qu'on nous serve cette mise en scène. Et j'espère que ça ne préfigure pas, ou en tout cas, ça ne confirme pas les doutes qu'on a sur la gouvernance par embuscade du MPSR. Alors, je pense qu'il faut faire la différence entre les souris de gaieté et les souris forcées. Comment différencier cela? Je pense que non, vous avez bien dit, regardez bien les images, vous allez comprendre que le président Roch Marc Christian même n'est pas à l'aise. Les images parlent d'elles-mêmes. Je pense que... mais chacune a son interprétation, chaque personne interprète l'image à sa façon. Mais Vanessa, est-ce que vous pensez que le président Roch Marc Christian Kaboré est parti de gaieté de cœur? Est-ce qu'il est parti
Parce que, de toute façon, je vous ai dit tout à l'heure qu'il aurait dû avoir un préalable. Si le président Roch Marc Christian Kaboré avait été invité par le président Damiba pour échanger sur la situation peut-être de réconciliation nationale, parce qu'il ne peut même pas inviter le président Roch Marc Christian Kaboré à échanger sur la situation sécuritaire. Ça, ce n'est pas du tout possible. Ça, c'est hors de question. Et pourquoi pas? C'est pour cette raison qu'ils l'ont débarqué. Et pour quelle raison encore ils vont l'appeler pour échanger avec lui par rapport à la situation sécuritaire? Il reste un fils du Burkina. Oui, bien sûr, il reste, mais on a trouvé qu'il est incapable de gérer la situation. On l'a débarqué. Si on avait pensé qu'il était un fils du pays, est-ce qu'on allait lui faire un coup d'État? Ah non, on n'allait pas lui faire un coup d'État. On allait plutôt l'aider dans les conseils pour en fait changer la donne, pour améliorer la situation. Voilà. Alors donc là, ici, je pense qu'il faut carrément écarter cette hypothèse-là. Le président Roch Marc Christian Kaboré est parti en tant que prisonnier politique. Il est parti et de toute façon, l'avenir nous dira exactement ce qu'il y a. Alors, c'est votre point de vue et il est noté. Poursuivons dans le débat toujours sur cette actualité. Jean-Baptiste Ouedraogo, qui semble être l'acteur clé de cette rencontre. De par le passé, on a bien vu qu'il a apporté sa contribution à la résolution de plusieurs crises. Mais la question cette fois-ci est: quel rôle est-ce qu'il joue dans cette sorte de médiation? Est-ce qu'il joue le bon rôle? Et quel pourrait justement être son apport? Vous avez dit qu'on l'a vu plusieurs fois dans le processus de résolution de crise. Oui. Mais à ma souvenance, je ne vois pas une crise qu'il a contribué à résoudre. Hein? Il a participé, certes, mais à ma connaissance, il n'y a aucune crise où sa contribution a été décisive. Maintenant, dans ce cas précis... Est-ce qu'il joue le bon rôle dans ce cas précis, affaire? Certainement pas. Certainement pas. Avec tout le respect que j'ai pour lui en tant qu'ancien chef de l'État, sa première démarche aurait été d'exiger la libération pure et simple du président Kaboré avant d'entamer ça, je ne sais pas comment on peut appeler ça, je ne dirais pas cette mascarade, mais bon, ça ressemble fort à une mascarade. Donc la première étape aurait été de dire franchement au président Damiba, il faut libérer le président Kaboré, et puis par la suite, on va passer à une autre étape qui va consister à une large consultation de personnalités, pas seulement Roch, mais il y a Kafando, il y a Zida, voilà. Maintenant, je ne sais pas trop aussi quel peut être le but de ce genre de rencontre au sommet. Mais disons simplement que c'est beaucoup plus de la communication qu'une action concertée en vue d'arriver à une résolution profonde des problèmes. Et donc Jean-Baptiste là, il ne joue pas le bon rôle du tout. Il joue le rôle de quelqu'un qu'on met à l'œuvre pour déplacer les problèmes. Et là, on est encore loin de la sortie de crise. Est-ce que vous avez la même lecture des faits? Oui, j'ai la même lecture que lui, parce que pour moi, Jean-Baptiste, il joue toujours le même rôle pour lequel Thomas Sankara l'a débarqué du pouvoir en son temps. Voilà, donc Jean-Baptiste, pour moi, l'ancien président Jean-Baptiste, pour moi, n'a jamais joué un bon rôle. Quand vous me dites qu'il a participé à plusieurs tentatives de médiation ou de réconciliation, je ne vois pas. Est-ce que, quand vous prenez par exemple la médiation sur le président Blaise Compaoré, où on est tous allés au syndicat, tous jeter les pigeons et voilà en l'air, mais écoutez, le contenu même en fait de ce document n'était pas parfait. Est-ce que le président Jean-Baptiste en son temps a aidé le président Blaise Compaoré à rectifier un certain nombre de choses en fait sur le document de base qui n'était pas en fait parfait, hein, ou en fait bien sûr quand le comité des sages avait fait des propositions au président Blaise Compaoré à son temps, mais il y a certains aspects qui n'ont pas du tout été pris en compte, et ça a biaisé bien sûr la réconciliation en son temps. Vous avez vu que de toute façon, jusqu'à preuve du contraire, le Burkina Faso n'a pas pu avoir une réconciliation véritable. Et en nous revenant en 2015. En 2015, il y a eu le coup d'État et il était encore médiateur entre le général, les Zida et autres. Là encore, il a joué le très mauvais rôle.
Le très mauvais rôle pour vous dire que moi j'ai échangé avec le général Diengéré, j'ai échangé avec lui par rapport à ces questions-là et je sais un peu le rôle que le président Jean-Baptiste a joué. Mais le Jean-Baptiste n'a pas joué un rôle en fait dû à son rang d'ancien chef d'État parce que je ne vois pas ce qu'il a pu faire dans cette crise. Et encore pire, le jugement. Au jugement, je n'ai pas vu Jean-Baptiste aller témoigner. Alors qu'il était en fait témoin oculaire de beaucoup de choses qui se sont passées. Mais pourquoi il n'est pas allé témoigner au tribunal pour dire certaines choses dont il avait connaissance au vu en fait de la médiation qu'il a eu à faire entre bien sûr les IDA, choses chez le Moro et autres. Je pense que voilà. Donc pour moi, c'est un mauvais rôle qu'il a joué, c'est un mauvais rôle qu'il a joué, c'est un mauvais rôle qu'il joue toujours. Et c'est comme en fait l'a dit Bézic, mais c'est vrai. Mais en fait, je pense que la première des choses que le président Jean-Baptiste devrait demander au président Damiba en tant que fils, parce que nous dirons que Damiba est son fils, voilà, entre griefs, en tant que fils, parce que je pense que si le président Damiba lui a fait recours, c'est pour avoir des conseils. Et moi je pense qu'à son âge, et il se devrait en tout cas de dire vraiment la vérité, rien que la vérité au président Damiba pour lui dire tout simplement, moi je ne viendrai avec le président Roch-Marc Christian Kaboré que lorsque tu vas le libérer, si tu le libères, je serai à l'aise de l'amener vers toi pour échanger, pour discuter de toutes sortes de sujets. Mais sans sa libération, je ne peux pas l'amener. Ça déjà, ce serait un acte de bravoure de sa part. Okay? Ce serait en fait un acte posé en tout cas par une personne sage, en tout cas une personne sage, une personne qui pense aussi aux autres. Parce que pour moi ici, c'est de l'égoïsme. Il ne pense qu'à lui-même. Voilà, il ne pense qu'à lui-même. Alors, je note que vous, toujours concernant Jean-Baptiste Ouédraogo, vous annonciez qu'il s'est rendu en Côte d'Ivoire, information confirmée par certains confrères, pour rencontrer l'ancien chef de l'État Blaise Compaoré. Blaise Compaoré qui, on rappelle tous, est condamné à perpétuité dans le dossier Thomas Sankara. Est-ce que pour cette paix si cher au Burkinabé et recherché visiblement par tous les moyens, est-ce que vous pensez que les Burkinabés seront prêts à sacrifier la justice? Certainement pas. À tout accepter? Certainement pas, parce que, on va dire, 80% des problèmes que le Burkina a aujourd'hui est dû à une insuffisance de justice. Au fait qu'à chaque fois on déplace les problèmes, on les règle dans des cadres extra-judiciaires, on crée des comités par là, on crée des voilà. Il faut résolument qu'on renforce la justice et qu'on se réfère à la justice. C'est avec plaisir que nous avons constaté que la tenue du procès de Thomas Sankara s'est bien passée. Les verdicts sont tout à fait corrects à maints égards. C'est dans cette démarche que nous devrions nous inscrire. Et vous l'avez rappelé, un ancien chef de l'État qui a causé autant de problèmes à ce pays, qui a été condamné dans le procès Thomas Sankara, je ne vois pas en quoi il peut être une référence, il peut être quelqu'un qu'on va aller consulter pour résoudre un problème dont il est le principal artisan. Et je trouve encore là que Jean-Baptiste joue un très mauvais rôle. Et historiquement, je crois que ce n'est pas par hasard qu'il n'a fait que quelques mois au pouvoir et que le CNR de Thomas Sankara l'a mis de côté pour instaurer la RDP. Et malheureusement, on a un problème de système. Tant qu'on va tourner en rond, tant qu'on va être dans cette bulle, parce qu'il faut se dire la vérité clairement, depuis 1987, c'est le même système. De Blaise Compaoré à Damiba, avec une petite parenthèse pour la transition de 2015, c'est le même système, les mêmes acteurs. Et Jean-Baptiste a été au début et il est encore là. Je pense que ce n'est pas avec ce genre d'acteurs politiques là que le Burkina pourra sortir de la situation dans laquelle il se trouve. Est-ce que le retour de Blaise Compaoré ne va pas contribuer à assainir justement ce climat politique qui est assez tendu au Burkina? Non, mais je pense que non. Ou même aller vers la réconciliation nationale. Je pense qu'il ne faut pas seulement parler du retour de Blaise Compaoré, il faut parler du retour de tous les exilés politiques
du Burkina Faso. Parce que... On pourrait commencer par lui, justement. Mais bien sûr, il n'est pas le seul exilé politique. Il n'est pas le seul exilé politique, mais je pense qu'il faut quand même être sérieux dans ce que nous faisons. Si nous voulons vraiment une véritable réconciliation, nous devons faire appel à toutes les filles et tous les fils en fait, de ces pays, nous asseoir autour d'une table pour amener une réconciliation véritable. Vous savez, je l'ai dit une fois... Même en sacrifiant la justice. Mais oui, mais vous savez, la justice n'est pas obligatoirement la meilleure voie de réconciliation, hein? Pas du tout, pas du tout. Moi, en fait, je ne suis pas d'accord pour, en fait, la réconciliation, que la réconciliation passe obligatoirement par la justice classique. Okay? Non, elle n'est pas forcément la meilleure voie, en fait, de réconciliation, parce que, vous savez, la justice distance plus les gens les uns des autres. Alors, vous voulez donc dire que le président Compaoré pourrait rentrer et ne pas répondre à la justice? Je dis, vous savez, le président Blaise Compaoré a été condamné. Ça a été acté. Il a été condamné. Nous avons le choix. Nous avons le choix. Je pense que, vous savez, je me rappelle d'une citation de Nelson Mandela où il a dit, quand il était en prison, son gardien, celui qui le gardait, il lui a créé toutes sortes de problèmes. Des fois, même quand il voulait boire de l'eau, ce monsieur refusait de lui apporter de l'eau à boire. Un jour, il est allé dans un restaurant. Pendant qu'il était assis, il a vu ce dernier dans ses restaurants. Il lui a fait servir. Il a fait servir et il a eu peur. À ce moment, lui, il était président de l'Afrique du Sud. Il a pensé qu'il allait lui retourner en fait l'échelle. Mais lui, il a dit non, pas du tout. Tu as fait ton travail en son temps, tu n'as pas été gentil. Mais moi, je suis dans une dynamique de réconciliation aujourd'hui où je vais réunir tous les enfants de l'Afrique du Sud. Je ne vais pas te retourner la même chose. Je veux que toi et moi, ensemble, nous regardions l'avenir. Nous regardons l'avenir autrement, mais pas le passé. Et je pense que c'est dans cette logique que doit s'inscrire tous les Burkinabés. Quel que soit ce que l'ancien président Blaise Compaoré a fait de mal ou de bien pour ces pays, moi je pense qu'à un moment donné, retrouvons-nous, discutons, laissons passer. Oui, vas-y. L'exemple de Mandela, ça ne cadre pas vraiment. Parce que vous-même, vous l'avez dit, le Mandela est allé vers son ancien tortionnaire et lui a pardonné. Non. Il est allé vers son ancien. Il est allé dans un restaurant trouver son ancien tortionnaire. Mais c'est pour l'idée ici, c'est pour dire. Non, on ne dit pas la même chose. L'idée ici, c'est pour dire. Il faut faire table rase sur le passé. Si nous voulons. À quel moment le président Compaoré a admis des fautes, a demandé pardon à qui? À quel moment? Je ne me rappelle pas. Mais attendez, le président Compaoré, quand vous me dites que vous ne savez pas à quel moment il a demandé pardon au peuple burkinabé, mais est-ce que vous... À qui il devait demander? Aux victimes de sa politique. Mais est-ce que le président Compaoré est au Burkina Faso pour demander pardon aux victimes? Ça, c'est un d'abord. Est-ce qu'il y a eu un cadre? Non. Dernièrement, vous savez, dans la crise, vous savez, ce qui est grave, il ne faut pas penser que tout ce que Blaise Compaoré a fait dans ces pays est négatif. Blaise a fait beaucoup de choses positifs. Est-ce que je l'ai dit? Non, je dis non. Donc, s'il a posé des actes positifs dans ces pays, si Blaise Compaoré, à un moment donné, a aidé ces pays et qu'il a failli aussi, je pense que nous devons avoir la sagesse et la grandeur d'esprit de nous dire que c'est un humain et que on peut le pardonner. Seul Dieu ne commet pas de faute. Alors, c'est dans cette lancée. Le processus de réconciliation. Vous permettez que Bézixou le réponde, s'il vous plaît. Il faut demander pardon et la victime accepte le pardon, on se réconcilie. Vous voulez qu'il demande pardon à qui, par exemple? À la famille Sankara, pourquoi pas? À la famille Sankara. Qui reconnaissent d'abord. Vanessa, ne rentrons pas dans des polémiques inutiles. Alors, un procès a eu lieu. Je vous dis, un procès a eu lieu. C'est pas comme aujourd'hui. Est-ce que nous étions à une période d'exception. Vous doutez de la véracité du jugement? Moi, de toute façon, je ne me réfère pas au jugement. J'ai dit, le président Thomas Sankara a été assassiné à un moment
où en fait l'accès au pouvoir, le mode d'accession au pouvoir était par coup d'État, que ce soit en Afrique ou en Asie. Au 24 non, je continue. Mais alors, au 24 janvier, mais écoutez, moi je n'ai pas dit, moi je dis, nous sommes rentrés dans une phase démocratique. Depuis 1991, on est dans une phase démocratique. Mais avant ça, on n'était pas dans des régimes démocratiques. La preuve en est que quand tu parles de Thomas Sankara, comment il est venu au pouvoir? C'est par coup d'État, il est venu au pouvoir. C'est pas par voie démocratique qu'il est venu au pouvoir. Alors, donc, les régimes d'exception sont passés. Le vent des régimes d'exception est passé depuis 1991. On est venu, mais oui, mais bien sûr, on est dans un régime d'exception. Mais le MPSR n'a pas autant tué que le CNR ou le Front Populaire pour accéder au pouvoir. Je suis désolé. Non, je pense alors, on va c'est ça aussi. C'est ça aussi. Oui, mais c'est ça. Le MPSR n'a pas autant tué que le CNR. Nous allons évoluer, si vous le permettez. Le MPSR n'a pas autant tué que le CNR et le Front Populaire. Est-ce que vous avez un décompte? Vous avez un décompte? Mais le décompte, mais de toute façon, quand on dit que les gens qui ont perdu leurs parents là, quand ils parlent des victimes là, les victimes là c'est combien? Mais lui le sait. Je ne veux pas rentrer dans cette comptabilité. D'accord, ok. À mon avis, ce n'est pas de cette manière-là qu'il faut qu'on conçoive l'œuvre de réconciliation, l'œuvre de justice nécessaire, la réconciliation nationale, l'œuvre de contrition nécessaire. Pour moi, de toute façon, le président Thomas Sankara, c'était vraiment il fut un grand président pour le Burkina Faso, paix à son âme, et c'est un monsieur que je respectais parce que il avait une longueur d'avance. Il avait une longueur d'avance sur sa génération. Ça, il faut le reconnaître. C'était vraiment un homme d'État. C'était un homme d'État. Mais vous savez, je ne rentre pas dans cette polémique. Aucun homme n'est infaillible. Nous sommes des humains. Il peut arriver des moments où on se trompe. Et je pense que de la manière dont ils sont venus au pouvoir, alors c'est eux qui ont pris le pouvoir ensemble, c'est eux après, il y a eu des assassinats entre eux, eux seuls savent ce qui s'est réellement passé entre eux. Ici, le procès s'est passé, la justice a condamné le président Blaise Compaoré, il assume en fait le verdict en fait de la justice. Alors donc on y passe. Maintenant, si nous voulons aller à la réconciliation, alors donc je pense que il faut revoir en fait ce qui s'est passé. Si maintenant les autorités estiment que l'ancien président Blaise Compaoré doit venir demander pardon au peuple burkinabé, s'il doit demander pardon au peuple burkinabé, ben, si le président Blaise Compaoré est consentant pour venir demander pardon au peuple burkinabé, ben, moi je pense qu'il n'y a aucun problème. Si en fait cela peut nous amener la réconciliation, parce que c'est ce manque de réconciliation, non, il ne peut pas avoir de problème. Alors, on peut parler de l'avance. Nous avons deux autres sujets à débattre, s'il vous plaît. Nous allons donc poursuivre sur un deuxième sujet qui porte sur le drame à la base aérienne. Un incident qui s'est produit dans la nuit du 21 juin. Un incident mortel qui a coûté la vie à deux dames qui se sont trouvées au niveau du périmètre de la base aérienne 511. Une enquête a été ouverte par le tribunal militaire. C'est vrai qu'une enquête en cours, mais nous allons aller sur une base de supposition. Comment est-ce qu'on peut expliquer justement cet incident? Eh bien, quels sont les scénarios possibles? Les scénarios possibles, je crois qu'il y a un début de réponse dans le communiqué du procureur militaire. Il y a aussi des pistes qui ont germé comme ça sur les réseaux sociaux. Mais je crois que le scénario le plus plausible, c'est que le véhicule dans lequel les victimes se trouvaient s'est trompé de chemin, s'est trouvé dans une impasse qui débouchait au niveau d'un barrage militaire avec des sentinelles armées. Et selon le communiqué du procureur, il y a eu sommation verbale. Ensuite, il y a eu des tirs de sommation avant les tirs qui ont provoqué la mort des deux femmes. Mais si on regarde la zone dans laquelle l'accident s'est produit, on voit que l'incident s'est produit à peine 50 mètres. Vous voyez la BOA. ZAD à peine 50 mètres de la BOA. Donc au niveau du rond-point, je crois que c'est la rue qui va tout droit.
Ils se sont visiblement trompés. Et n'importe qui aurait pu se retrouver dans cette situation, paniquer, ne pas savoir quoi faire après les tirs de sommation, et puis rouler comme ça, et puis malheureusement être la cible de ces tirs. Mais je crois que ce n'est pas la première fois que ça se produit. Il y a de nombreux témoignages qui disent que dans la même zone, il y a plusieurs personnes qui ont été prises à partie comme ça par la sentinelle. Il y a même un Européen qui a reçu aussi des balles, je crois, l'année dernière. Mais la folie, ce serait de se dire, non, la sentinelle a fait son travail. Ça serait la folie. La folie, c'est de continuer à faire les mêmes choses et de s'attendre à des résultats différents. Je veux dire par là que si la même situation se produit avec d'autres acteurs, d'autres civils qui se retrouvent dans la même situation, eh bien, les sentinelles vont tirer encore. Et il y aura mort d'homme, ou en tout cas, il y aura des blessés graves. Ça veut dire qu'à partir de maintenant, il faut que l'état-major se dise qu'il y a des mesures à prendre pour que ceci ne survienne plus. La balle est dans le camp de l'état-major, mais je crois aussi que la balle est dans le camp des familles des différentes victimes qui doivent porter l'affaire au niveau des juridictions pour, encore une fois, même si mon interlocuteur n'aime pas trop la case justice, pour que la justice fasse son travail, qu'il y ait la lumière, il y ait la vérité sur tout ça, parce que c'est vrai que c'est un peu différent, le cas de Kabouy Léonel. Jusque-là, on n'a pas un début de réponse à toutes les questions que la famille se pose depuis 2 ans bientôt. Alors, je le disais tantôt, l'enquête, elle est en cours. Est-ce qu'il est déjà trop tôt, vu justement le déroulé de l'incident, comme expliqué dans le communiqué du tribunal militaire? Est-ce qu'il est tôt pour déjà affirmer qu'il y a eu bavure? D'abord, je vais dire à Bézi que je ne suis pas contre la justice. Je suis un adepte de la justice, mais de la vraie justice, mais pas de la justice inventée ou de la justice de complaisance. Je suis contre la justice de complaisance. Voilà. Donc, et je pense qu'ici, c'est pas une bavure. C'est pas une bavure. Il n'y a pas eu de bavure. D'abord, la dame qui a été tuée. Et se trouve être la les femme. Dames, c'était 2 personnes. Oui, mais il y a une, je pense que c'est celle qui était au volant, je crois. Il y a une, en tout cas, parmi les dames là, et qui se trouve être l'épouse, en fait, de l'oncle du directeur de cabinet, en fait, du président d'Amiba. Alors, donc, je pense que dans la manœuvre, la femme, elles se sont trompées de route. Voilà, elles ont emprunté une voie qui n'était pas en fait la bonne, qui était une voie interdite. Alors donc maintenant je pense qu'avec les tirs de sommation, elles ont eu peur, elles ont paniqué et voilà, elles ont perdu le contrôle. Et voilà, arriva ce qui devait arriver. Sinon, je pense qu'ici, en tout cas, avec les renseignements que j'ai pu avoir auprès en fait, de certaines autorités, et les sentinelles n'ont pas du tout fait de bavure. Parce que là, parce que je profite aussi pour dire à l'opinion nationale, parce que c'est une zone en fait où il y a des aéronefs. Il faut faire très attention parce que c'est une zone très protégée. Vous savez, voilà, c'est une zone très protégée. Il faut beaucoup faire attention. Et moi, je demanderais même à l'autorité qui trouve encore d'autres moyens de dissuasion à ce niveau là-bas pour mieux en fait montrer aux gens que c'est un accès strictement interdit. Sinon, alors à vous entendre, on sent que vous minimisez l'affaire. En quoi est-ce que je minimise? Non, c'est pas moi qui ai tué Vanessa. C'est pas moi qui ai tiré sur le véhicule. Je ne minimise pas l'affaire. Je dis tout simplement, c'est pas une bavure. C'est pas une bavure. Pour vous montrer, c'est pourquoi je vous ai même dit que la dame qui a été tuée se trouve être l'épouse de l'oncle du directeur du cabinet du président d'Amiba, pour vous montrer que en fait ici il n'y a pas eu une volonté manifeste des agents de sécurité à tirer sur le véhicule comme ça, parce que ce qui s'est dit sur les réseaux sociaux et dans les gargotes, c'est carrément différent, parce que les gens ont l'impression que non, les éléments étaient assis. Alors donc la dame elle s'est approchée seulement, on a tiré
sur le véhicule. Justement, voilà. sur ces mêmes canaux que vous venez de citer, il y a beaucoup qui estiment qu'il y avait plusieurs manières de stopper le véhicule, notamment tirer dans les pneus. Mais madame, on ne peut pas se substituer aux agents de sécurité. Je suis désolé. Ce n'est pas à eux de se substituer aux agents de sécurité. Les agents de sécurité savent ce qu'ils font. Ils ont été postés pour ça. Alors donc, on ne peut pas se substituer à eux, on ne peut pas parler à leur place. C'est eux qui étaient là. Mais écoutez, quand les terroristes tuent nos FDS, quand les terroristes viennent au poste de police, ils tirent sur nos FDS, mais quelles sont les dispositions qui sont prises? Est-ce qu'on peut comparer les deux faits? Justement, c'est pour vous dire que quand en fait l'élément est à son poste, quand il est à son poste, il y a une certaine distance qu'il faut observer en fait du poste où il se trouve et vous qui venez. Il y a eu des tirs de sommation. Il y a eu des tirs de sommation. Je pense que les tirs de sommation d'abord, c'était pour dissuader. Et malgré les tirs de sommation, je pense que la femme, c'est pourquoi je vous dis, elle a paniqué. Elle a paniqué et vous savez, les femmes paniquent vite. Donc, c'est pas comme les hommes. Elles paniquent vite. Sûrement, elle a perdu le contrôle. Ben voilà, et elle essaie encore... c'est stigmatisant de dire que les femmes paniquent vite. Mais c'est les femmes paniquent vite. Et puis, pourquoi affirmer... Pas forcément, sinon pourquoi il y a des femmes dans l'armée? Et puis, pourquoi affirmer... Bon, de toute façon... pourquoi affirmer que vous êtes péremptoire, qu'il y a eu sommation? C'est vrai que malheureusement, le communiqué du procureur, vous n'y étiez pas. Vous y étiez? Le procureur militaire... Vous y étiez? Je ne dis pas... Mais moi, je n'affirme rien, c'est vous qui affirmez. Je demande de rester prudent. Non, je vous aucun d'entre vous n'y étions. Donc, moi, je dis, il y a eu des petits... Moi, je crois à ce que l'autorité m'a dit, m'a donné comme explication. Je pense que il n'y a pas une autre voie. Quand vous parlez du procureur, qu'est-ce que le procureur a dit? Vous avez dit tout à l'heure que personne n'est infaillible. Donc l'autorité n'est pas infaillible. Donc ce que le procureur a dit que vous êtes en train de dire, donc c'est pas vrai alors? Je n'ai pas... Mais vous vous référez à ce que le procureur a dit et vous parlez? Alors, Issa Ouedraogo, s'il vous plaît, permettez à Bézique de réagir. Allez-y. Est-ce que je vous ai dit que je crois mot pour mot à ce que le procureur a écrit? Quand on ne croit pas, on ne dit pas. Mais quand on ne croit pas, on ne dit pas. On n'en fait pas un exemple? La question était claire. La question était claire. On a demandé quels sont les différents scénarios, ou en tout cas le scénario le plus plausible qui peut expliquer la situation. Et je pars d'un certain nombre de faits. Et un certain nombre de faits, c'est que le procureur militaire, il a fait un communiqué. Et dans le communiqué, il y a un certain nombre d'affirmations. D'affirmations parfois péremptoires. Vous les avez pris comme exemple, au moins? Mais bien sûr, il faut bien qu'on parte de quelque part. Il a dit. Maintenant, est-ce que ces paroles d'évangile, vous y croyez Dieu comme fait? Moi, je demande de rester prudent, c'est tout. Alors, Bézique Soul, j'ai cette question pour vous. Ce drame, il relance le débat sur la présence des camps en ville. Alors pour beaucoup, il faut que ces camps soient délocalisés pour raison de sécurité. Et l'autre inquiétude est délocaliser ces camps vu donc ce niveau d'insécurité qui est assez grandissant au Burkina Faso avec l'état-major qui n'a même pas été écarté. Est-ce une bonne idée? Eh bien, cette histoire de délocaliser les camps, ça fait plusieurs années qu'on en parle. Jusqu'à présent, rien ne s'est décidé. Et je vais même vous dire que le lycée Marienne Gouabi, au centre-ville, il y a quelques 2-3 ans, les militaires voulaient récupérer l'espace. C'est vous dire que, en tant qu'entité, l'armée aussi avance ses pions. L'armée aussi veut marquer son territoire. Et parfois, ça se fait au détriment de la mobilité urbaine et aussi malheureusement au détriment de la sécurité même des citoyens. Délocaliser les camps serait la meilleure des solutions parce que les camps ont été construits à un moment donné, quand Paspanga, Guillaume, etc., où Ouagadougou n'était pas aussi étendu. Mais avec l'extension de Ouagadougou, les camps se trouvent en plein cœur de la ville et l'activité humaine autour, l'activité civile s'agrandit. Maintenant, est-ce qu'on peut raisonnablement déplacer facilement les camps? Non, ça ne va pas être facile à faire. Il faut avoir d'abord la volonté politique. Mais tant que les militaires seront au pouvoir, cette volonté politique ne sera pas possible. Il faut avoir les ressources financières
pour mettre en œuvre les différents chantiers de délocalisation. Ça encore, ce n'est pas gagné. Et puis, troisièmement, il faut aussi regarder où on va remettre ces camps pour que la sécurité de la ville soit non seulement assurée, mais trouver de nouveaux sites. Trouver des nouveaux sites adéquats. Et je crois que si ce projet-là est toujours à l'ordre du jour, il ne va pas se concrétiser d'ici là. Isaka Ouedraogo, votre avis sur la question de la délocalisation des camps pour éviter justement pareil incident? Non, mais je crois que la délocalisation des camps doit être une question de priorité à nos jours. Vous savez, et au moment où on installait les différents camps dans la ville de Ouaga, Ouaga n'avait pas cette posture-là de grande ville. Aujourd'hui, je pense qu'avec la grandeur de la ville, les camps doivent être dans les campagnes. Ça, les camps doivent être dans les campagnes. Seule la police et puis quelques unités de la gendarmerie doivent être en ville, quoi. De manière isolée même d'ailleurs. Voilà. Donc, je pense que c'est plus que nécessaire d'amener les camps un peu à l'extérieur de la ville. Il faut les délocaliser pour permettre même aux usagers de la ville de pouvoir se déplacer librement. Regardez la ville de Ouagadougou, partout tout est bloqué. Quand vous partez vers la gendarmerie, on ne peut pas passer, on ne peut pas quitter le lycée Zenda pour aller vers l'hôpital de manière directe. Alors la base aérienne c'est fermé, le camp Guillaume c'est fermé, partout c'est fermé. Donc je pense que nous, usagers, population, ça nous emmerde. Franchement, pour le dire, ça nous emmerde. Il faut délocaliser les camps, il faut les amener en campagne. C'est là où, en fait, doivent être leurs lieux de résidence. Alors, très rapidement, nous allons terminer avec le dernier sujet retenu pour le débat de cette semaine. Il s'agit des mesures nouvelles annoncées à l'issue du Conseil supérieur de la défense nationale lundi. Deux grandes décisions qui ont été prises, notamment la création d'une brigade de veille et de défense patriotique et la délimitation de 2 zones d'intérêt militaire à l'Est et au Sahel. Votre appréciation sur la prise de ces 2 mesures? Bon, créer une brigade, comment vous avez appelé ça? Une brigade de veille et de défense patriotique. Oui, de veille et de défense patriotique qui regroupe l'ensemble des VDP, et leur renforcement. Je lis là que on va augmenter le nombre des VDP. C'est une bonne chose. Je lis aussi qu'il y aura une meilleure sélection pour permettre une meilleure représentativité de toutes les sensibilités dans les communes, meilleur encadrement, meilleure coordination avec les unités opérationnelles, meilleur maillage du territoire et une amélioration des conditions de travail de ces VDP. Vu sur le papier, c'est formidable. Vivement que ce projet se concrétise. Mais il faut aussi se poser la question dans la nouvelle configuration de la lutte contre les groupes armés radicaux où on nous répète que ceux qui nous attaquent sont nos propres frères. Je n'ai aucune idée. Mais peut-être qu'il faut il faut réfléchir pour voir des frères qu'on encadre, qu'on améliore leurs conditions de vie pour combattre d'autres frères. Ça ne sonne pas très bien chez moi. Et je ne sais pas trop. Mais a priori, c'est une bonne chose. On attend donc de voir. On attend de voir. Isaka Ouedraogo. Non, mais je pense que c'est une très bonne initiative. La réorganisation des VDP, c'est une très bonne initiative. Et elle a été améliorée, mais elle n'est pas une nouvelle parce que il y a un certain nombre d'aléas qui ont été pris en compte. Sinon, depuis le temps du président Roch Marc Christian Kaboré, c'est une idée qui germait où en fait on voulait les associer au ministère de la sécurité. Ministère de la Sécurité civile, et voilà, entre parenthèses, la police. Voilà, donc, mais maintenant, avec l'annonce qui a été faite par le Théâtre national, alors maintenant, les VDP seront rattachés au ministère de la Défense
et au ministère de la Sécurité, avec pour mission les renseignements et en fait une certaine capacité opérationnelle. Voilà en fait les missions qui seront assignées à ces VDP. Je pense que c'est une très bonne décision, mais il ne faut pas aussi oublier qu'il y a eu dans le passé des décisions, beaucoup de décisions qui ont été prises dans ce sens et qui n'ont pas en fait donné de résultats probants. Hein. Quand vous prenez par exemple la région de l'Est, où à un moment donné, on avait en fait interdit la circulation des gros cylindrés et à une certaine heure, et les déplacements, il y a eu les couvre-feux, hein, il y a eu les couvre-feux et tout, voilà, mais c'est des résultats, on n'a pas eu de résultats en fait positifs avec ces mesures-là. Et je crois que bon, c'est une idée qui a dû être mûrement réfléchie par les autorités militaires. De toute façon, c'est eux-mêmes qui sont sur le terrain, et s'ils nous proposent en fait ces solutions-là, bon, je crois que bon, peut-être que ça peut un temps soit peu résoudre le problème. Mais il faut aussi se dire que en fait ces déplacements en fait par exemple quand on parle on peut aller aussi parler du déplacement des populations vers la zone sécurisée. Voilà, quand on parle en fait du déplacement des populations vers les zones sécurisées. Alors ici, quelles seront ces zones sécurisées? Quelles seront ces zones sécurisées? Ça, c'est un. Et deuxièmement, il y a un certain nombre d'aspects, je pense qu'il faut prendre en compte. Parce que vous savez, les populations vivent en communauté. Est-ce que là où on va amener les populations, et ces populations auront en fait ce choix de vivre en communauté, et tout en respectant bien sûr leur intimité? Vous savez, par exemple, quand vous prenez les Peuls, vous savez que le Peul, par exemple, le Peul a une certaine intimité, et même avec ses frères, voilà, il y a une barrière qui est là et tout, et ça se trouve aussi dans toutes les ethnies. Quand vous prenez par exemple, en fait, et chez les Moussi, il y a un certain nombre de normes qui sont respectées. Est-ce que, en fait, dans ces camps de déplacés, en fait, ces normes-là seront en fait respectées? Mais maintenant, même quand on parle aussi, il y a aussi l'effet boomerang, hein, ici que je crains. Mais quand on dit on va déplacer les populations dans une zone sécurisée, mais vous savez, les terroristes, en fait, c'est parmi ces mêmes populations qu'il y a les terroristes. Et comment on fera en fait la distinction entre les terroristes et les populations, voilà, et les autres populations dont on parle? Bon, donc voilà pour moi un certain nombre de questions que je me pose. Alors donc, est-ce que l'autorité pourra, en fait, bien sûr, a ses moyens de contrôle ou de mesures, en tout cas, pour vérifier tous ces aspects-là avant cette délocalisation? Comme vous avez beaucoup confiance aux autorités, je peux vous confirmer que lors du point de presse, le lieutenant-colonel Bamouni a répondu à toutes ces inquiétudes. Il a notamment assuré que le dispositif sécuritaire va faire en sorte de filtrer, que les terroristes ne vont pas suivre les populations, et que, en tout cas, il y a tout un ensemble de mesures préventives qui sont mises en place. Mais il faut aussi signaler que ça fait 3 mois, depuis le 1er avril, que le président Damiba a annoncé que les populations sont invitées à quitter un certain nombre de zones. Je suppose qu'en 3 mois, ils ont eu le temps de mûrir une stratégie dans ce sens-là. Mais la question est justement sur ce départ des populations. Il y a des localités où les populations veulent quitter mais n'arrivent pas. Justement. Les routes sont minées et il y a les terroristes postés à la sortie des villages. Oui, j'apprends même que les terroristes, j'espère qu'on ne va pas m'interpeller ce soir, que les terroristes ont donné un ultimatum à une localité dans le Sahel. Ils ont dit ceux qui sont déjà là peuvent sortir. Ceux qui veulent rentrer, on va les éliminer. Et ils ont identifié des individus comme étant des collaborateurs de l'État central qu'ils vont neutraliser. Donc cette préoccupation est très juste parce que les populations sont otages de ces radicaux et ça va être difficile qu'elles puissent se déplacer librement, quitter ces zones. C'est aux militaires, c'est aux forces de défense et de sécurité de mettre en place les stratégies nécessaires pour faire partie de la population. Mais encore une fois, ils nous ont rassuré que les zones qu'ils ont ciblées sont des zones où il n'y a pas de forte concentration humaine.
À l'est, il parle de parcs, de forêts classées. Et au Sahel, il parle surtout de sites d'orpaillage, si j'ai bien compris. On espère qu'ils ont pris bien la mesure des choses et que ce ne sont pas des décisions qui vont compliquer davantage on va dire tout ce qui est mis en œuvre pour la montée opérationnelle de l'armée dans ces zones-là. Mais je voulais aussi ajouter que non, en fait, même par rapport à ces mesures-là, moi je trouve qu'il y a eu une exclusion. Hein. Il y a eu de l'exclusion parce que c'est pas seulement la région de l'Est et du Sahel en fait qui sont en proie au terrorisme. Voilà, donc vous avez en fait l'Ouest aussi. Hein. Voilà, donc je pense que ces mesures devraient s'étendre aussi à toutes ces zones-là, à toutes les zones infectées. Et même si l'infection n'est pas grande, voilà, bon, et minime soit-elle hein, à ces mesures-là. Voilà, parce que je pense que il vaut mieux prévenir que guérir. Alors, au cours justement de ce point de presse animé par le commandant des opérations du Théâtre national, c'est d'ailleurs la toute dernière question, le lieutenant Bamouni a affirmé que la promesse faite par le chef de l'État aux populations de Seitenga sera respectée. Est-ce que vous y croyez? Si j'y crois, je veux bien y croire. Parce que l'objectif premier du coup d'État du 24 janvier, c'était de restaurer le territoire national et puis de faire cesser la mauvaise gouvernance. Et donc la promesse qui a été faite aux résidents de Seitenga, il faut qu'elle tienne, surtout que le bilan des 5 mois, c'est dans quelques semaines, fin août. Et aussi, surtout que malheureusement, juste après le discours, le déplacement du chef de l'État sur zone, il y a des informations préoccupantes qui ont fait croire que les terroristes sont revenus immédiatement. Et donc, je veux bien croire que cette promesse sera tenue et que surtout, ça va être le début de la reconquête véritable de ces vastes zones qui échappent au contrôle de l'État. Alors merci à Souleymane Ouedraogo, qui je rappelle est acteur de la société civile aussi. Merci à Isiaka Ouedraogo, président du CISAG. Merci d'avoir enrichi ce débat avec vos différentes analyses. Vous restez toujours avec nous. Et nos chers téléspectateurs, 100% Info se poursuit avec la rubrique « Ils ont dit ». Je voudrais rassurer l'opinion que tous les moyens, incluant ceux des partenaires, sont mis en œuvre pour rechercher et mettre hors d'état de nuire ces individus. La promesse faite par le chef de l'État aux populations de Seitenga sera tenue. Il est très important de distinguer les amis des ennemis, ce qui est un principe clé du droit international humanitaire. C'est pourquoi je voudrais inviter les citoyens, encore républicains, à évacuer ou éviter les dites zones. Nous sommes anéantis par plusieurs rumeurs de toutes sortes et de tout genre, effectivement. Depuis donc les événements de Seitenga, l'enquête se poursuit toujours. Il y a toujours des forces de l'ordre sur les localités pour continuer les recherches, y compris les humanitaires qui sont du côté de Dori, qui accueillent également les populations déplacées. Et le ministère de la Défense donc, prend en charge cette question sur la mobilisation des forces de l'ordre afin de rapporter la sécurité dans ces zones-là. Vous avez 2/5 du territoire national qui sont hors de contrôle en fait en réalité jusqu'aujourd'hui, avec une insuffisance en termes de ressources humaines ou de capital humain de l'armée. Il y a des recrutements qui ont été faits et des formations qui sont en cours, et certainement que toutes les localités, y compris Seitenga, mais bien d'autres localités, seront recouvrées avec la montée en puissance justement de notre armée. Au titre par exemple de l'assistance alimentaire, nous avons pu couvrir 3165 ménages en kit alimentaire pour une période de 3 mois. Et en termes de quantité, nous sommes à 150 653 tonnes de céréales distribuées à ces personnes déplacées. Il y a aussi eu des coupons alimentaires sous la forme de cash monétaire que nous avons pu distribuer à hauteur de plus de 45 millions de francs CFA. La gouvernance par l'exemple, loin du faste
des temps de paix annoncé par le président Damiba n'a été que la poudre jetée aux yeux. Alors qu'il est demandé aux braves populations qui peinent déjà à survivre de consentir à l'effort de guerre, les dirigeants, eux, continuent de se la couler douce, comme si de rien n'était. Deuxième aspect de ce message ou de cet appel à l'ALT, c'est vraiment de travailler de manière à ce que les cœurs des Burkinabés soient apaisés. Que les Burkinabés retournent à aimer leur pays. Les pays aussi, c'est comme les personnes. Si on ne les aime pas, ils ne grandissent pas, ils ne se fortifient pas, ils ne se développent pas. Il faut que les citoyens aiment leur pays. La police municipale a fait un travail que d'autres personnes devaient faire sur nos différents corridors. Malheureusement, ce travail n'est pas fait. Si aujourd'hui à Ouagadougou, on constate des produits, des poulets, des saucisses, des saucissons impropres à la consommation dans le centre-ville et que c'est venu d'un pays voisin, ça veut dire qu'il y a des gens qui n'ont pas assumé leur boulot. Des gens n'ont pas fait leur travail avec conscience. Des gens ont cherché autre avantage au détriment du poison qu'ils sont en train de donner à la population du Burkina Faso. À la suite du Ils ont dit, je vous propose ce résumé de réaction d'internautes sur quelques points de l'actu. Et c'est dans le Au fil du net. La rencontre entre le président de la transition et les anciens présidents Roch Kaboré et Jean-Baptiste Ouédraogo le 21 juin dernier fait débat sur la toile. Cette audience des plus surprenantes pousse un bon nombre d'internautes à se poser plusieurs questions. Sami Kambiré estime que le Burkina garde le trophée de la capitale du cinéma et à Ousmane Kibafori Ouédraogo de se demander à quoi aura donc servi le coup d'État alors. D'autres poussent l'analyse plus loin pour questionner la sincérité d'une telle rencontre. C'est le cas de cet abonné qui se demande comment quelqu'un à qui on a fait un coup d'État et privé de sa liberté peut encore parler de réconciliation et d'unité nationale. Il estime donc que cela s'apparente à une mise en scène. L'internaute Alfred Thioé estime que pour sa part, qu'il aurait été bien d'associer l'ancien président Michel Kafando, qui peut être d'une grande utilité dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Rodrigue Das salue un acte fort à accompagner. Il souhaite même que l'on associe les anciens présidents Blaise Compaoré et Michel Kafando et Yacouba Isaac Zida. L'abonné demande donc à toute personne de soutenir l'initiative. L'acteur politique Aziz Dabo apprécie la grandeur d'esprit dont le président Damiba a fait preuve. Il interpelle par ailleurs les autorités de la transition à prêter un intérêt à l'aspect physique du président Kaboré qui ne le rassure guère. En toute situation, certains ne perdent pas leurs humours. Reine Ouédraogo invite ceux qui organisent les conférences de presse à trouver du travail maintenant. Autre sujet digne d'intérêt qui a suscité plusieurs commentaires sur la toile est le drame survenu dans le périmètre de sécurité de la base aérienne 511 dans la nuit du 21 juin. Un incident mortel qui a coûté la vie à 2 femmes à bord d'un véhicule. Badou Emma est de ceux qui estiment que le parquet militaire justifie déjà l'acte et fait semblant de diligenter une enquête. Et il se pose la question de savoir à quoi cela va servir. Laurent Nabda appelle à la délocalisation des camps hors des villes et que les impacts des balles sur le véhicule témoignent de la barbarie utilisée pour le stopper. Ipor Boy, Ouattara Sanou et Bouraïma sont tous d'avis qu'il faut délocaliser les camps militaires en zone hors agglomération. Certains internautes débordent d'imagination et font des comparaisons. Joël Bonkungu indique en commentaire « Gâchette facile à Ouaga, fuite à Seitenga ». Les critiques sur la manière dont le véhicule a été intercepté continuent. L'abonné Mohamed Ouédraogo se demande pourquoi la sentinelle n'a pas plutôt visé les roues de la voiture simplement. Minungu Issa s'insurge également contre la manière de stopper le véhicule.